Le thème de ce soir est donc l'engagement. J'ai choisi ce thème. Et en fait, je me suis demandé au début si c'était une bonne idée parce que il me semble que la question de l'engagement, elle est quand même. Il me semble qu'elle est moins centrale qu'elle ne l'était justement au siècle dernier. Et au fond, la question, c'est peut-être ça aussi. C'est dans une époque troublée, trouble, où il y a des problèmes très nombreux, il peut paraître étonnant, justement, qu'il y ait moins d'engagement qu'il y en a eu autrefois. Et une des questions, ça pourrait être ça pourrait être pourquoi l'engagement est-il devenu une pratique un peu secondaire, mineure. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que mon ressenti n'est pas le bon, d'autant que j'ai vu au moment où j'ai choisi ça, il y a eu sur France Culture, il y a une émission le matin qui s'appelle Avec Philosophie, hein, tous les matins de 10h à 11h, donc ils traitent chaque semaine un thème, et il y a 2 semaines, ils ont choisi le thème de l'engagement. Donc je me suis dit, ben non, il y a quand même des gens qui s'intéressent encore. Et puis la semaine dernière, je vois qu'il y a une revue de philosophie maintenant qui marche assez bien, qui s'appelle Philosophie Magazine, et qui traite aussi du thème de l'engagement. Donc je me suis dit, soit il y a une communication vraiment télépathique entre tous ces gens-là, ou ça veut dire que le thème de l'engagement n'est pas si minoré que ça. Enfin, moi je garderai cette idée qu'il me semble que c'est quelque chose qui est moins central aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, d'abord, évidemment, en philosophie, on s'efforce de définir les termes dont on parle. Et déjà, le fait de définir l'engagement, ça ne va pas de soi. Alors, de manière très générale, hein, c'est-à-dire que quand on s'engage, ou quand on... Voilà, le mot d'engagement, même si on l'emploie dans le langage courant, dans des sens vraiment très très réduits, hein, dire voilà, l'arbitre siffle le commencement de la partie et l'équipe engage. Voilà, on engage une partie de football, on engage une partie d'échecs. C'est pas évidemment de cet engagement-là dont il va être question ce soir. C'est l'idée au fond que quand on s'engage, eh bien, on met sa vie, ses actes, au service d'une cause qui nous paraît supérieure aux autres, et qui peut-être même nous paraît supérieure à notre vie. On peut penser que l'engagement militaire, par exemple, peut être de cet endroit-là, ou l'engagement religieux. Donc là, on décide de vouer son existence à une forme de rapport au monde, de rapport à soi, qui prend le pas sur tous les autres. Alors, évidemment, l'engagement, c'est l'engagement pour quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui, pour que ce qu'on fait mérite notre engagement, c'est ce quelque chose qui devient, en quelque sorte, le moteur, le cœur, la finalité de notre existence. Jusqu'où va l'engagement? Il va éventuellement jusqu'à le risque de sa propre vie. Donc, on considère que quelque chose, une valeur ou un but est supérieur à son existence. Alors, ça c'est la définition, je dirais, tout à fait abstraite de l'engagement. Mais cette définition abstraite, celle qu'on trouvait dans le dictionnaire par exemple, cette définition n'est pas, à mon avis, suffisante. Parce que l'être humain est un être avant tout social. C'est un être qui vit en société et qui ne se contente pas de vivre en société. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte généré par la société. Il est dans un premier temps produit par la société. C'est-à-dire que l'être que je suis aujourd'hui est le résultat, dans un premier temps, en particulier dans l'enfance, d'interactions avec un monde, avec d'autres personnes, qui ont déterminé la formation de ma personnalité.
C'est-à-dire que si j'étais né comme Anthony, il y a 24 ans, hein, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc si j'étais né à l'époque d'Anthony, même en admettant que je sois celui que je suis génétiquement, etc., eh bien, ma personnalité ne serait pas celle que j'ai aujourd'hui. Parce que les interactions avec les autres, parce que le rapport au monde n'est pas du tout de la même nature à l'époque d'Anthony et à l'époque où moi je suis né. Et évidemment, si on prend des écarts encore plus grands dans le temps ou dans l'espace, les abîmes deviennent énormes entre les individus. Une société, au fond, c'est quoi? Une société, c'est une certaine manière de relier les individus entre eux. Une société, c'est une certaine façon d'organiser les relations interindividuelles. Et cette organisation, elle est le résultat d'une histoire, elle est le résultat d'une culture, elle peut être le résultat évidemment d'institutions ensuite. C'est-à-dire que par exemple, la vie que j'ai dans ma famille, ma vie de famille, en un sens évidemment j'ai choisi d'avoir une famille, mais je n'ai pas choisi la façon d'être famille qui est la nôtre aujourd'hui. La famille française des années 80, elle est le résultat d'un certain nombre de mécanismes, de traditions, de lois, etc. Ça évolue, bien sûr, hein, qui font que, quand je dis que je construis une famille, le jeu est un peu prétentieux. Le jeu n'a pas la puissance, la toute-puissance qu'il s'arroge, parce qu'il est, en grande partie, façonné, surtout au début de son existence, évidemment, au début de son existence, le jeu n'existe pas. Hein. Donc, même, ne serait-ce que pour dire jeu, l'enfant doit apprendre une langue qu'il n'a pas construite, hein, il doit se relier aux autres dans des rapports qu'il n'a pas inventés, etc., etc. Donc, le monde nous précède, si vous voulez. Le monde social, en particulier culturel, nous précède, et ce monde nous fait être, en grande partie, dans un premier temps en tout cas, ce que nous allons devenir. Donc, quand on parle de l'engagement, l'être qui s'engage, c'est un être social. C'est un être qui est le produit d'une histoire, d'une époque, d'un temps. Et on ne s'engage forcément pas dans un temps comme le temps de 2025, comme on s'engageait dans le temps de 1918 ou dans le temps de 1950, ou, etc., etc. Donc moi je suis né plutôt 50, pour 18. Hein, donc, voilà. Pour clarifier un peu les choses. Donc voilà, l'idée d'engagement, comme d'ailleurs la plupart des idées, hein, ne peut pas être saisie comme ça, comme une espèce d'entité abstraite, pure, qui serait déconnectée de tout rapport social. L'engagement est l'expression aussi d'un certain type de rapports sociaux, d'une certaine histoire, d'une certaine culture, encore une fois, et c'est à l'intérieur de ça qu'il faut le penser. Alors, je dis ça parce que, comment dire, l'engagement est une idée quand même, il me semble, c'est une idée noble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il me semble que c'est une idée noble. Quelqu'un qui s'engage, on a tendance à considérer que c'est quand même bien, c'est quand même mieux que quelqu'un qui laisse aller les choses. Mais cette noblesse que l'on accole à l'idée d'engagement, il me semble qu'elle n'est pas contemporaine de notre présent. Il me semble que cette idée de noblesse vient justement d'avant, qu'elle vient d'une époque où la notion d'engagement a pris en quelque sorte tout son lustre, où elle a acquis sa dimension un peu sacrée, peut-être même, on pourrait dire ça. Et c'est d'abord par ça que je voudrais commencer, hein, par essayer de repérer le moment où l'idée d'engagement a reçu un saut, pourrait-on dire, de transcendance, de sacralité, on peut appeler ça comme ça. Et il me semble que, évidemment, ici, on ne peut pas ne pas penser à la théorie de l'engagement développée par un philosophe bien connu qui est Sartre. C'est chez Sartre qu'on trouve sans doute la théorie la plus forte de l'engagement, et en particulier après, au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Sartre, donc, est un philosophe qui aujourd'hui est peut-être moins lu, moins connu, mais qui a été un penseur absolument central de la deuxième moitié du XXe siècle,
Et en France en particulier, on ne pouvait pas penser sans passer par Sartre. Soit avec lui, soit contre lui, soit etc. etc. Mais enfin, il était vraiment le penseur au sommet de la pyramide de la pensée. Alors, Sartre, il écrit en 1945, enfin, donc au sortir de la guerre, il publie, il fonde une revue qui s'appelle Les Temps modernes. Hein, et donc Les Temps modernes, ça va être la revue justement dans laquelle les intellectuels français vont venir, les grands intellectuels français vont venir exposer leurs positions, etc. Il y aura des tas de débats. Et c'est donc une revue engagée. C'est une revue engagée évidemment, aujourd'hui on dirait à gauche, voire à l'extrême gauche. Mais c'est pas ce positionnement politique qui en fait l'intérêt, c'est vraiment la puissance de la réflexion qui se développe dans cette revue. Alors Sartre, c'est le théoricien de l'engagement, c'est en particulier le théoricien de la littérature engagée, de l'art engagé. Et par exemple, il dit la chose suivante, dans le premier numéro des Temps modernes, il dit « Notre intention est de concourir à produire certains changements dans la société qui nous entoure. Nous nous rangeons du côté de ceux qui veulent changer à la fois la condition sociale de l'homme et la conception qu'il a de lui-même. » Donc c'est une revue d'emblée qui s'annonce comme une revue critique, comme une revue militante, qui cherche à changer la société et à changer les rapports que les hommes ont à l'intérieur de cette société, et l'idée, dit Sartre, qu'ils se font d'eux-mêmes. Alors dans l'idée de Sartre, ça veut dire les hommes ont l'idée qu'au fond le monde tel qu'il est, va son chemin, et ce que nous voulons leur montrer, c'est que ce monde n'est pas du tout éternel et que, au contraire, il pourrait être remplacé, pourrait-on dire, ou au moins transformé, pour que les rapports humains soient nettement meilleurs que ceux que nous avons sous les yeux. Et donc, il pense que le rôle de l'écrivain, le rôle de l'artiste en général, c'est de prendre position. C'est de défendre un certain nombre de valeurs et de participer, donc, par les écrits, à l'action qui permettrait à ces valeurs de s'enraciner dans l'existence sociale, quotidienne et politique. Et donc, il considère que les écrivains ou les artistes qui ne s'engagent pas, qui pratiqueraient ce qu'on appelait à l'époque l'art pour l'art, c'est-à-dire, voilà, l'art se suffit à lui-même, un roman se suffit à lui-même, une peinture se suffit à elle-même, ces artistes-là, en réalité, ils s'engagent. Ils s'engagent pour dire, on ne change rien. Ils s'engagent pour dire, voilà, le monde ne m'intéresse pas, mais qu'il continue sa route telle qu'il est. Voilà. Et il a des phrases assez fortes. Il dit, par exemple, je considère que des gens comme Flaubert ou comme les Goncourt, qui n'ont pas écrit une ligne pour s'indigner de la répression des communards, après 1871, je considère que ces gens-là sont indignes, qu'ils sont responsables en partie de la répression, etc., etc. Alors qu'à côté, il y a Zola, il y a les exemples qu'il prend, c'est Zola, c'est Voltaire, c'est Gide, qui eux ont pris des positions à leur époque pour dénoncer des phénomènes sociaux et politiques inacceptables. Donc, l'engagement, c'est ça, c'est je suis écrivain, je suis philosophe, mais ça ne suffit pas. Il faut que je prenne parti dans le monde, il faut que je prenne parti pour des objectifs et que je ne laisse pas les choses simplement aller leur cours. Voilà. Et donc, Sartre va prendre des positions évidemment souvent très fortes, et des oppositions qui sont en opposition au système capitaliste en particulier, et ce qui va faire qu'il va se rapprocher du marxisme et de toutes les luttes anticoloniales, par exemple, de son époque. Alors, on voit bien ici que s'engager, c'est aller au-delà de ce qui est notre statut, on va dire, social, du statut que la société nous accorde, ou du rôle qu'elle nous demande de jouer, ou de la fonction qu'elle nous demande de remplir. Nous avons tous une fonction sociale, nous avons tous un rôle dans la société, mais qui n'est pas, pour Sartre, immédiatement de l'ordre de l'engagement. Alors,
pourrait dire, bah, c'est bon, quand même, euh, quoi qu'on le veuille ou pas, on est engagé. On est engagé. Voilà, la mère de famille qui s'occupe de ses enfants toute la semaine, bah, elle est engagée dans un mode de vie et elle est prête à sacrifier ce qui pourrait être sa vie individuelle au service de ses enfants. L'ouvrier, il est engagé au service de son travail, etc., etc. Hein. Donc il y a bien quand même, il faut quand même pas non plus opposer hein, ceux qui s'engageraient et ceux qui ne feraient rien. Je pense qu'il y a un engagement de tout le monde. Hein, peut-être que certes, si vous voulez, il y a un engagement passif. Voilà. Même si je ne fais rien, bah, je suis engagé dans les fonctions que j'occupe. Je suis engagé dans, encore une fois, ce que la société me permet de faire dans le contexte qui est le mien. Alors, ça, c'est l'engagement qu'on pourrait appeler passif. Et puis, il y a ce second engagement dont Sartre, lui, se fait l'écho, qui serait un engagement actif. C'est-à-dire que je prends conscience de cette situation dans laquelle je me trouve, une situation qui est un terme sartrien aussi, je prends conscience de cette situation, et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai le choix. Soit je l'accepte, soit je ne m'en satisfais pas. Soit je l'accepte et je me dis, bon, ben voilà, une mère de famille, elle est faite pour s'occuper de ses enfants. Un ouvrier, il est fait pour travailler à l'usine et toucher son salaire à la fin du mois. Soit je ne l'accepte pas, et à ce moment-là, je m'engage pour essayer de faire en sorte que les choses changent, parce que cette situation ne me semble pas correspondre à un idéal de vie satisfaisant. Voilà, donc le féminisme, par exemple, le féminisme qui naîtra avec Simone de Beauvoir, la compagne de Sartre, qui naîtra, qui se développera à ce moment-là, eh bien, le féminisme est une manière de s'engager pour les femmes afin de ne pas rester la femme que la société voudrait qu'elle reste, hein, femme au foyer à l'époque, hein, s'occuper des enfants, etc. etc. Euh, le, S'engager dans un syndicat ou dans un parti politique, eh bien, c'est pour l'ouvrier ne pas accepter que son sort soit définitivement celui de quelqu'un qui va aller pointer tous les jours à l'usine pendant toute son existence, etc. etc. Donc, euh, il y a ainsi un engagement, si vous voulez, à la puissance 2, un engagement où vraiment là le verbe s'engager prend son sens. Avec le pronom initial. Donc s'engager, c'est se mettre en jeu dans sa vie. C'est se mettre en jeu par les activités qui sont les nôtres, et pas simplement, encore une fois, se laisser porter par le cours des choses. Ce qui n'est pas, encore une fois, hein, se laisser porter par le cours des choses, c'est pas toujours facile. Hein. Se laisser porter par le cours des choses quand on bosse 40 heures par semaine à l'usine, quand on a 3 mioches insupportables, je admets très bien que c'est pas forcément facile. Mais c'est le moment où la prise de conscience amène à vouloir, voilà, à vouloir aller plus loin, et donc à engager sa liberté, c'est-à-dire son pouvoir de choisir, au-delà de la simple acceptation de ce qui nous est donné. Et donc, il y a là la figure, si vous voulez, de l'engagement telle qu'elle a été construite au sortir de la guerre par Sartre et par ceux qui ceux qui ont suivi cette perspective. Et par conséquent, hein, l'engagement, c'est là que l'engagement reçoit cette espèce de noblesse, hein, parce qu'il y a cette idée que celui qui s'engage, eh bien, il veut améliorer, au fond, le sort de ses semblables, pas seulement son sort, il veut améliorer le sort des autres, et au risque, finalement, de ne pas obtenir ce qu'il aurait pu obtenir s'il s'était désintéressé de cette question. C'est sûr que, hein, voilà, bon, Sartre, évidemment, c'est une exception parce qu'il s'est engagé, et puis en plus, il a obtenu tous les honneurs qu'on pouvait imaginer, au moins dans le monde intellectuel de l'époque. Mais à l'époque de Sartre, il y avait des gens, enfin, un peu après, dans les années 68, hein,
il y avait des intellectuels, des étudiants, pas mal d'étudiants en philosophie d'ailleurs, qui, après 68, décidèrent d'arrêter leurs études et de s'engager comme ouvriers. Ils s'engageaient comme ouvriers afin d'aller justement amener la bonne parole et de soutenir les luttes révolutionnaires du temps. Il y en a un qui est très célèbre, qui est un peu connu, qui s'appelle Robert Linhart, qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle L'Établi, où il raconte quand il est allé s'engager chez Peugeot, je crois, et puis chez Renault, ouais, et le temps qu'il a passé dans les usines et ainsi de suite. Et donc évidemment, ces gens-là, ils avaient une carrière universitaire qui les attendait, c'était des étudiants très brillants, et c'était les maoïstes qui, à l'époque, pratiquaient cette espèce d'entrisme, comme on disait, à ce moment-là. Et donc, l'engagement est bien, à ce moment-là, une vertu morale, qui s'exerce dans le champ social et politique. Mais à cette époque-là, évidemment, comment dire ça? À cette époque-là, l'objectif ou le but ou la cause pour laquelle on luttait, pour laquelle on sacrifiait peut-être son avenir, cet objectif, il était assez clair. Il était clair idéologiquement, j'entends. Puisque, au fond, dans les années 50, 60, jusqu'à 70, il y avait toujours cet affrontement entre deux blocs politiques, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, et entre deux idéologies fondamentales, qui étaient l'idéologie communiste, marxiste, et l'idéologie capitaliste libérale. Donc, ces deux schémas, au fond, soutenaient les représentations du monde, et en particulier ceux qui s'engageaient pour empêcher que le monde ne reste ce qu'il était, en l'occurrence un monde de capitalisme où régnait l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., etc., eh bien ceux-là, ils avaient, en quelque sorte, ils avaient une lecture qui s'appuyait sur une certaine objectivité. La conviction de ces intellectuels, de ces gens qui s'engageaient, c'était qu'en effet, un autre monde était possible, que cet autre monde avait été déjà pensé, conçu, peut-être même réalisé en partie, dans les pays dits socialistes ou communistes, comme en Chine par exemple, qui à l'époque apparaissait à certains comme une sorte d'idéal communiste. Et donc, que le choix de l'individu de s'engager, il n'était pas simplement une motivation individuelle, qu'il était ancré, arrimé à cette forme de réalité objective qui pouvait donc nous servir de caution et qui pouvait en tout cas nous rassurer, nous assurer que notre engagement n'était pas un simple caprice en quelque sorte. Et donc l'engagement était aussi un engagement qui était toujours un engagement collectif. Il y avait cette idée qu'au fond l'engagement c'est pas simplement quelque chose que l'on accomplissait pour réussir sa vie individuelle, c'est quelque chose qui avait une dimension collective. Il fallait entraîner les autres, il fallait s'entraîner avec les autres pour que cette espérance d'un monde meilleur s'accomplisse. Donc, évidemment que les gens qui s'engageaient comme Robert Linhart, qui passaient leur vie à protester comme Sartre, ces gens-là, donc, sacrifiaient en quelque sorte une part de leur existence, mais pour un but qui paraissait exister, qui paraissait un but réel, avec son objectivité, si vous voulez. Alors, c'est là que je verrai justement la différence fondamentale avec aujourd'hui, et qui expliquerait peut-être justement cette faiblesse, peut-être, aujourd'hui, de l'engagement. C'est que, aujourd'hui, nous n'avons plus cette objectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons du mal à pronostiquer le devenir du monde. Nous avons du mal à anticiper le futur, ou alors si nous anticipons le futur, c'est pas aussi positif que ça l'était à l'époque. C'est plutôt un futur un peu apocalyptique, un peu noir. Et donc l'engagement à ce moment-là, aujourd'hui, au fond, ne peut plus, ou très peu, s'appuyer sur autre chose qu'une espèce de conviction personnelle,
sur autre chose que sur une motivation individuelle. Alors bien sûr, on peut dire qu'il faut bien avoir quand même quelques outils pour, mais il y a une grande incertitude quand même quant à ce que peut devenir notre destin d'êtres humains. Et donc peut-être que justement, s'engager, c'est un peu la méthode Coué, si vous voulez. C'est-à-dire, je m'engage, donc c'est bien. Je m'engage, et c'est mon engagement qui rend la décision intéressante. Ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Hein. Je m'engage parce qu'il existait une vérité qui précédait mon engagement. Donc aujourd'hui, cette vérité, elle est suspendue, elle est même parfois complètement anéantie. Et donc pour s'engager, il faut avoir une espèce de foi personnelle qui peut se passer de cette certitude, mais qui en même temps, évidemment, est fragilisée par cette absence de certitude objective. Donc il y a aujourd'hui une plus grosse part de subjectivité dans l'engagement qu'il ne pouvait y en avoir autrefois, en particulier donc dans les années post-Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'engagement est un défi, pourrait-on dire, subjectif, individuel, qui n'a aucune autre garantie que la bonne volonté, si on peut dire, de celui qui s'engage. Et alors bien sûr, il y a des engagements qui peuvent encore s'appuyer sur des institutions. Hein. Voilà, la MJC, par exemple, hein, c'est un lieu où on peut s'engager. Enfin, notre directeur en était un bon exemple. Mais évidemment, il y a le relais de l'institution qui permet à l'individu de ne pas être seul face à lui-même et face à l'incertitude de son engagement. Et en tout cas, qui donne à l'engagement une petite assurance au-delà de l'individu particulier. Donc, aujourd'hui, l'engagement ne tire plus sa légitimité de raisons supérieures, si vous voulez. Il attire essentiellement de la force de conviction, de la motivation intérieure. Et en même temps, ça correspond bien aussi à ce qu'on appelle l'individualisme de nos sociétés. C'est-à-dire que les individus aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient du mal à accepter de servir une cause. Et de sacrifier toute leur vie individuelle pour cette cause, aussi honorable fût-elle. Donc c'est là que la différence de génération avec ces gamins. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ouais, je sais. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai pas peur de provoquer. Enfin, si j'ai peur, mais bon. Non, mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si moi j'avais 25 ans aujourd'hui, si j'aurais la capacité justement de m'engager dans des luttes ou dans des combats, parce que je vois pas où je pourrais trouver des raisons objectives de le faire, quoi. Donc c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Mais en même temps, évidemment, celui qui s'engage, me semble-t-il, il doit quand même sentir que par l'engagement, sa vie personnelle prend une dimension supérieure. Et que peut-être que c'est en s'engageant qu'on devient un véritable engagé. Peut-être que c'est en s'engageant qu'on fait l'expérience justement de cette capacité qu'on a en nous de ne pas se limiter à celui qu'on est. L'engagement, c'est aussi ça, c'est la possibilité de dépasser son individualité. D'abord parce qu'encore une fois, ça suppose toujours des rencontres avec d'autres. Et peut-être que c'est aussi une manière d'éprouver la capacité qu'on a de ne pas en rester à celui que l'on est. Voilà. Donc, encore une fois, la difficulté, c'est que notre monde semble cadenassé hein, par deux choses, en fait. Hein. C'est soit la continuation de pire en pire du capitalisme libéral, hein, c'est-à-dire ce monde dont on voit l'accroissement des inégalités, de l'injustice, etc., et contre lesquels on a bien du mal à lutter, hein, malgré les taxes qu'on voudrait imposer à nos super riches, on voit bien que notre Premier ministre a du mal.
Donc soit c'est la continuation de ce monde qui est monde, de la, de l'avidité, des rapaces, soit c'est l'apocalypse, soit c'est l'anéantissement. Hein. Donc évidemment, ça limite un peu les capacités. Hein. Alors c'est pour ça peut-être qu'aussi qu'il y a des engagements maintenant qui sont des engagements qui reviennent sur des choses plus connues. On s'engagera plus facilement pour sa famille, on s'engagera peut-être pour sa communauté, peut-être pour son église, etc. Qui sont des choses sur lesquelles au moins on a quelques îlots de certitude et de conviction, en quelque sorte. Voilà un peu en quelques mots un petit portrait de l'engagement et de ce qui, moi, me semble être cet effacement, en quelque sorte, de l'engagement au sens fort du terme. Au sens fort du terme, qui caractérise, me semble-t-il, notre temps. Bon, on en reparlera tout à l'heure, je vais laisser la parole à Anthony. Bon, pour l'engagement. Alors d'abord, l'engagement, quand on a un sujet comme ça qu'on doit traiter de façon philosophique, avec un terme comme ça qui est à la fois porteur d'énormément de sens et en même temps dont on ne sait pas toujours très bien ce que ça veut dire, il faut essayer de clarifier un petit peu ce mot-là d'engagement pour savoir un petit peu vraiment de quoi on parle. Alors, pour ça, imaginez une situation assez simple, la situation d'un homme, au hasard, quelqu'un qui se promène en ville un mercredi après-midi. Par exemple, quelqu'un qui serait prof de philo, pour ça qu'il ne travaille pas le mercredi après-midi, et qui passe devant un cinéma. Voilà. Et en passant devant le cinéma, il se dit « Tiens, j'ai 2 heures à tuer, pourquoi pas aller voir s'il n'y a pas une séance bientôt ?» Alors il regarde, effectivement, il y a un film qui passe dans 10 minutes. Alors il y va, il rentre dans la salle, le film commence, et alors là, au bout d'un quart d'heure, le film est nul. Le film, vraiment, on n'a pas du tout envie de continuer, on voit qu'on va s'ennuyer pendant 1h30, et on n'a pas envie de rester. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se lève, on sort de la salle, on dit « Tant pis, je vais faire autre chose, de toute façon je me promenais, je faisais rien de spécial, alors moi je vais continuer. » Maintenant, imaginez exactement la même situation, mais dans le cas où il y a un film que vous attendez depuis 6 mois, alors vous avez prévu le jour de la sortie du film d'aller le voir. Par exemple, il y a un film qui va sortir là dans quelques semaines de François Ozon sur L'étranger d'Albert Camus. Voilà, je pense à ça par exemple. Donc vous avez prévu depuis très longtemps d'aller le voir, vous avez organisé une sortie avec des copains, vous allez manger au restaurant avant, vous vous organisez, vous y allez, et alors là, une fois devant le film, au bout d'un quart d'heure, on s'ennuie. On n'a pas envie de rester, le film est très loin de nos attentes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en va et on se gâche le plaisir attendu pendant plusieurs mois? Ou alors est-ce qu'on reste en se disant, tant pis, le film est pour le moment un peu décevant, mais c'est pas grave, on reste jusqu'au bout et on verra bien ce qui se passe après. Dans la deuxième situation, à mon avis, ce qui a le plus de chances de se passer, c'est qu'on reste, parce que justement, il y avait tellement une grande attente autour de ce film que on a eu l'impression d'être engagé. On s'est dit, tiens, on va manger au restaurant, sortir avec des copains, on s'est habillé, on s'est préparé, voilà, et on va au cinéma. Et donc, vu qu'on a eu tout cet engagement qui était au préalable du film, eh bien, on reste jusqu'au bout. L'engagement, c'est donc ça. C'est ce fait-là de mettre en gage, de se mettre en gage. Et cette mise en gage peut se manifester de plusieurs façons au cours d'une vie. Alors, aujourd'hui, évidemment, on parlera plutôt de l'engagement politique. Le fait d'orienter toutes ces actions à l'aune de valeurs morales en ayant l'esprit concentré sur une cause qui nous tient à cœur. Ça peut être un engagement contre le racisme, engagement pour la lutte de l'écologie, etc. Ça peut être vraiment plein de choses. Et parmi les gens qui ont une cause qui leur tient à cœur, je voudrais rappeler un moment historique de la manifestation véritable de l'engagement d'un homme. Alors, nous sommes en 2014 aux Nations Unies
Et Leonardo DiCaprio monte à la tribune pour prononcer un discours vibrant sur l'écologie, pour dire que, attention, il y a urgence. Alors là, évidemment, les applaudissements fusent, la presse salue l'acteur engagé, parce que ça y est, enfin, l'humanité est informée par une grande star hollywoodienne de l'urgence climatique. Pourtant, que coûte ce discours à Leonardo DiCaprio? Pas grand-chose a priori, ou presque. L'homme voyage en jet privé, navigue sur des yachts de luxe, tourne dans des superproductions qui engloutissent de l'énergie par mégatonnes. Bref, il abandonne rien. Il prend aucun risque. Et cet exemple nous met immédiatement face à une ambiguïté, celle de voir que l'engagement est partout proclamé, affiché, célébré, mais il paraît souvent superficiel, décoratif, presque comme une vertu bourgeoise qui donne bonne conscience sans jamais troubler sérieusement l'ordre établi. Alors que quand on pense à des auteurs engagés, on a l'exemple de Victor Hugo, en exil, fustigeant Napoléon III avec Napoléon le Petit, vous savez, l'œuvre de Victor Hugo qui s'appelle Napoléon le Petit. Zola, publiant J'accuse, en risquant l'exil pour défendre Dreyfus. Sartre, refusant la Légion d'honneur, prenant parti contre la guerre d'Algérie. Dans tous ces cas-là, l'engagement signifiait vraiment mettre en jeu sa réputation, sa sécurité et même parfois sa liberté. Bref, il s'agissait d'une prise de risque et d'un choix de rupture. On peut alors se demander dans un premier temps qu'est-ce qui distingue un véritable engagement d'une simple posture, d'un activisme passager ou d'une prise de parole sans suite. Autrement dit, qu'est-ce qui fait la valeur d'un engagement? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord préciser ce que l'on entend par engagement. Alors au sens fort, tel que Sartre l'a formulé, l'engagement est la décision de mettre sa liberté au service d'une cause. Assumer les conséquences de ses choix en exposant sa parole et son action dans l'espace public. Alors autrement dit, l'engagement, ce n'est pas seulement une conviction intime. C'est une prise de risque publique, un acte par lequel un individu ou un groupe d'individus transforme le réel. Voilà. Donc, il nous faut donc établir maintenant les critères qui permettent de qualifier un engagement et séparer ce qui a du poids de ce qui est réduit à un effet de surface. Une fois ce cadre posé, on pourra examiner les formes historiques qu'a prises l'engagement au cours du XXe siècle, notamment en France, et montrer comment ces critères se concrétisent dans des pratiques différentes. Par exemple, l'écrivain sartrien, le savant résistant, le geste instinctif de la clandestinité, ou encore l'engagement personnaliste enraciné dans une situation donnée. Et on étudiera aussi les raisons de notre impression, en tout cas du déclin de l'engagement aujourd'hui. Finalement, au-delà des critères et des formes, on verra que une vérité se dévoilera finalement à nous, une vérité peut-être plus radicale, qui est que quoi qu'on en dise, l'homme ne peut pas ne pas s'engager. Et si l'homme ne peut pas ne pas s'engager, c'est parce que l'engagement est une nécessité anthropologique, inscrite dans la condition humaine elle-même. Alors, maintenant, du coup, si on veut réfléchir sérieusement à propos de l'engagement, il faut commencer par se donner des critères. Sinon, on confond tout. On met sur le même plan l'engagement profond et durable d'un résistant, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, et le coup d'éclat médiatique de quelqu'un qui tweete une indignation avant de passer à autre chose. Or, ce n'est pas parce qu'on parle d'une cause qu'on s'y engage vraiment. Un engagement se mesure, il a une épaisseur, il peut être évalué. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'indignation, vous connaissez évidemment, je pense tous très bien, la phrase de Nietzsche dans le paragraphe 26 de Par-delà le bien et le mal, qui nous dit que, oui voilà, c'est presque ça, c'est à la toute fin du paragraphe 26, qui dit que personne ne ment autant qu'un homme indigné. Voilà, Nietzsche nous explique que quelqu'un d'indigné, c'est quelqu'un qui ment. Alors les philosophes se sont évidemment penchés sur cette question, à commencer par un philosophe qui s'appelle Emmanuel Mounier, vous en faites pas l'autre. Donc Emmanuel Mounier, c'est un philosophe du XXe siècle qui élabore 3 critères fondamentaux sur l'engagement. Le premier critère, c'est ce qui semble presque le plus évident, c'est l'autonomie. Un engagement n'a de valeur que s'il est véritablement assumé par celui qui le porte. Ça ne signifie pas qu'il doit surgir d'un pur choix individuel, comme s'il était détaché de toute influence. On sait bien que ce n'est jamais le cas. Quand on s'engage, c'est qu'on est toujours influencé.
Mais cet engagement, il doit être cohérent, réfléchi, et pas simplement le produit d'une imitation ou d'un conformisme de circonstances. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance absolue, mais c'est plutôt la capacité à rendre raison de ce qu'on fait et à inscrire son geste dans une continuité intelligible. Un engagement qui se réduirait à une impulsion ou qui s'épuise aussitôt ne mérite pas le nom vraiment d'engagement. Et quelqu'un qui est en colère, ce n'est pas quelqu'un d'engagé. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc le deuxième critère, maintenant, c'est l'altérité. C'est-à-dire qu'on ne s'engage jamais seul. Un engagement, disons, qui viserait à ne mettre en valeur qu'une seule personne, que celui qui la revendique, ça n'aurait pas vraiment de sens. Ce qui fait la valeur d'un engagement, c'est la manière dont l'engagement prend en compte les autres, en reconnaissant leur égalité et leur dignité. C'est l'exigence d'égalité, justement, qui interdit de transformer l'engagement en instrument de domination ou en mise en scène de sa propre supériorité morale. L'engagement véritable est toujours tourné vers autrui, jamais vers soi, dans un rapport de reconnaissance et de responsabilité partagée. Le troisième critère que nous donne Mounier, c'est celui de la solidarité. Un engagement ne peut pas se limiter à de nobles intentions ou à un discours généreux. Il doit avoir des effets concrets sur le monde. Il doit peser sur un monde commun. Et ce n'est qu'à cette condition qu'il s'échappe, ce n'est qu'à cette condition qu'il échappe au risque de n'être qu'une posture morale ou un signe d'appartenance. S'engager, c'est accepter que ses paroles et ses actes modifient réellement quelque chose, même à une échelle modeste. Quand on dit ça, souvent on pense à de grands engagements et qu'il ne peut y avoir que des Sartres. Non, s'engager dans une association, dans quelque chose, c'est quelque part transformer le monde, transformer son monde. Alors ces trois critères, autonomie, altérité, solidarité, vont nous servir de repères. Parce qu'ils permettent non seulement d'identifier ce qui rend un engagement authentique, mais aussi de pointer les caricatures de l'engagement, qui sont aussi un problème. Car il existe de faux engagements, effectivement. Celui du moralisme, qui proclame des valeurs sans jamais les traduire en actes, celui de l'activisme, qui s'agite sans direction ni cohérence, celui du solipsisme vertueux, qui se met en scène dans une posture d'innocence ou de pureté, mais sans souci réel du monde commun, et enfin celui du technicisme déconnecté, qui croit résoudre les problèmes uniquement par des dispositifs sans jamais intégrer la pluralité humaine. On peut alors comprendre que l'engagement n'est pas réductible à une émotion fugitive ou à une simple déclaration d'intention. Il est une prise de responsabilité orientée vers les autres et vers le monde commun. Il est assumé de manière autonome et cohérente, et ça se manifeste par des effets concrets. Et c'est ce cadre, à la fois normatif et critique, qui va nous permettre désormais de considérer les formes historiques de l'engagement, afin de voir comment ces critères trouvent à s'incarner dans les pratiques différentes au fil du temps et au fil des contextes. Alors, en ce qui concerne les formes historiques de l'engagement, maintenant qu'on a posé les critères de ce que peut être un engagement, on va se tourner vers l'histoire récente afin d'observer comment ces exigences abstraites se sont incarnées dans des figures et dans des pratiques concrètes. Alors, le XXe siècle français, marqué notamment par la guerre, par l'occupation, par des bouleversements intellectuels qui s'ensuivent, a produit plusieurs modèles d'engagement qui, chacun à leur manière, traduisent dans le réel ce que nous venons de montrer en théorie. Alors le premier rôle, qui est évidemment le rôle le plus évident, celui auquel tout le monde pense, c'est le modèle de Sartre, qui a incarné et popularisé celui de l'écrivain engagé. Dans un petit livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la littérature ?», il affirme que l'écriture est d'emblée une action. Parce que toute parole s'inscrit dans le monde, modifie des représentations, suscite des prises de position. Se taire, dans un contexte d'injustice, ça ne veut pas dire rester neutre. C'est encore prendre parti, en laissant l'ordre existant se maintenir. L'écrivain engagé est celui qui assume que son langage est déjà politique et qui choisit de le mettre au service de causes qu'il estime justes. C'est le règne du dire, comme dirait Sartre. C'est le règne du dire comme mode d'engagement. Une parole qui, par sa seule publication, devient un acte. Avant même de penser aux effets, la parole en soi est déjà un acte. Mais alors, il y a bien d'autres formes d'engagement, moins spectaculaires peut-être, mais pas moins décisives pour autant. Par exemple, Jean Cavaillès, philosophe et mathématicien, en est un exemple. Pour lui, s'engager, ça ne consiste pas à multiplier les tribunes, mais à rester fidèle aux exigences mêmes de la raison et de la vérité. Sa résistance au nazisme fut motivée par une exigence intellectuelle,
Si la science et la pensée doivent avoir un sens, elles ne peuvent tolérer l'oppression et le mensonge. On voit ici un engagement qui relève non pas de l'éclat rhétorique, mais du patient travail de la rigueur. Ce modèle rappelle que l'engagement peut aussi être discret. L'engagement, il peut être, il peut avoir lieu dans des sphères privées, enfin des sphères plus petites, mais il peut quand même s'enraciner dans la fidélité à une exigence intellectuelle qui interdit la compromission. Maintenant, le troisième modèle qui apparaît, c'est celui de Lucie Aubrac. Alors, Lucie Aubrac, c'était une résistante célèbre de la Deuxième Guerre mondiale, et plus largement, tous les résistants anonymes qui ont résisté et dont on ne connaît pas forcément le travail. Alors, en ce qui concerne la résistance, ici, l'engagement ne procède ni d'un manifeste, ni d'une doctrine. Mais plutôt, c'est plutôt ce qui concerne un geste immédiat, parfois improvisé et d'ailleurs souvent risqué. Cacher, nourrir, transmettre, sauver, voilà. Ce sont des formes d'engagement qui sont naturelles, qui ne nécessitent pas d'avoir un master de philo, mais qui existent quand même et qui sont des fois bien plus efficaces. Et il y a dans ce type d'engagement une dimension instinctive, un réflexe éthique, disait Lucie Aubrac, qui précède toute justification théorique. Il illustre la force du faire, donc tout à l'heure on a parlé de la force du dire avec Sartre, et là c'est plutôt la force du faire, c'est-à-dire l'acte concret qui ne se proclame pas, mais qui agit. Et ce modèle rappelle que l'engagement véritable ne suppose pas forcément une élaboration intellectuelle au préalable, mais il peut surgir d'une réponse à l'urgence de la situation. Quand par exemple, vous voyez quelqu'un tomber, le réflexe, c'est l'empêcher de tomber, quoi. Bah voilà, ça c'est une forme aussi d'engagement qui peut avoir des effets. Et enfin, pour en arriver à finalement Emmanuel Mounier, Emmanuel Mounier, son courant, c'est le courant du personnalisme. Alors le courant du personnalisme, il offre un quatrième modèle où ici l'accent est mis sur le fait que nous ne choisissons pas notre situation. Nous héritons d'un corps, d'une époque, d'un milieu, d'une histoire, mais par contre c'est à partir de ce monde donné que s'ouvre toute possibilité d'engagement. Loin d'être une limitation, cette inscription est ce qui rend la liberté possible. Nos déterminismes sont ce qui crée notre liberté. Et ça, c'est fort quand même comme thèse. S'engager, c'est reconnaître cette situation et la transformer en responsabilité. L'engagement personnaliste est donc un engagement incarné. Il ne se déploie pas dans l'abstrait, mais dans et à partir de la condition concrète de chacun. Ces modèles ne doivent pas être simplement juxtaposés, parce qu'ensemble, ils dessinent une constellation. Sartre illustre la puissance du dire, Cavaillès la rigueur de l'institué, Aubrac l'efficacité du faire et Mounier la profondeur de l'incarnation. À eux quatre, ils couvrent l'éventail des formes de l'engagement et montrent que celui-ci n'a jamais qu'une seule voie d'expression. Donc ces figures historiques n'ont pas simplement, disons, la valeur d'exemple. Elles nous montrent que les critères que nous avons dégagés, autonomie, altérité, solidarité, ne sont pas simplement de pures abstractions, mais ces critères prennent chair dans les paroles, dans les actes, dans les institutions et dans les fidélités vécues. L'histoire nous apprend ici que l'engagement ne se réduit ni à un style, ni à un rôle, mais qu'il se diversifie en fonction des situations tout en conservant une exigence commune. Répondre à ce qui, dans le monde, réclame une responsabilité. Mais alors, maintenant on peut se poser la question, d'où provient ce déclin de l'engagement, ou en tout cas pourquoi on a l'impression que les gens ne s'engagent plus. Alors les gens, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais on va faire comme si on se mettait d'accord sur ce que ça voulait dire quand même. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les gens ne s'engagent plus? Parce que c'est une phrase qu'on entend souvent quand même, ça, on dit c'est pas possible, les gens ne s'engagent plus. Alors moi j'entends plus souvent les jeunes ne s'engagent plus. Et souvent la raison qu'on donne à ça, c'est que parce que les jeunes seraient devenus individualistes ou indifférents, les gens s'en foutent, quoi. Bon. Mais quand on a lu Marx, et quand on prend Marx au sérieux, on se rend compte que la raison est beaucoup plus simple, en fait, et beaucoup plus matérielle. La raison pour laquelle les gens ne s'engagent plus, c'est le travail. Dans le capitalisme, le travail n'est pas une activité libre, c'est une contrainte. On ne choisit pas vraiment ce qu'on fait, ni pourquoi on le fait, ni même le rythme auquel on le fait. Le travailleur vend sa force de travail pour survivre, et ce qu'il produit appartient à un autre. Et ça, c'est ce que Marx appelle l'aliénation. On consacre son énergie à un monde qui n'est pas le sien. Mais surtout,
on consacre tout son temps dans cette activité. Donc on n'a pas le temps de s'engager pour des causes qui seraient les nôtres dans un monde qui n'est pas le nôtre. Un autre philosophe très intéressant du 19e siècle apporte un complément dont je parle très souvent à propos de l'analyse marxiste, même si lui-même ne se disait pas marxiste, pourtant ils sont quand même plutôt proches sur certaines choses. C'est Nietzsche. Voilà. Alors là où Marx met en évidence l'aliénation qui découle des conditions matérielles de la production, le fait que le travailleur ne se reconnaît pas dans ce qu'il produit, Nietzsche insiste sur l'idéologie qui entoure le travail. Dans Aurore, aphorisme 173, que vous connaissez tous également par cœur, je n'en doute pas, il dénonce la glorification du travail comme une invention moderne destinée à discipliner les individus. On valorise le travail en soi. Vous savez, c'est la fameuse phrase « le travail est la meilleure des polices ». Ça, c'est la phrase que dit Nietzsche. Parce que pour Nietzsche, on valorise le travail non parce qu'il élève l'homme, mais parce qu'il l'absorbe. L'use et l'empêche de se développer dans une liberté qui serait véritable. Le travail devient ainsi une valeur morale, mais une valeur morale au service de la docilité. Ce diagnostic donc se rapproche de celui de Marx, mais en le complétant, l'aliénation n'est pas simplement matérielle, mais elle est aussi idéologique. Là où Marx met en évidence l'exploitation de la force de travail, Nietzsche révèle la manière dont on fait passer cette exploitation pour une vertu en installant l'idée que travailler serait une fin en soi. On en vient à penser aujourd'hui qu'un emploi, quel qu'il soit, même précaire ou dégradant, serait déjà en lui-même une preuve de dignité. C'est ce qu'il appelle, Nietzsche, la morale de l'esclave, qui rend l'individu satisfait de sa propre soumission. Si on compare, disons, notre modèle du travail avec les sociétés antiques, avec l'Antiquité romaine notamment, dans la Rome antique, on distingue deux notions essentielles, le négocium et l'osium. Alors le négocium, c'est le temps occupé par les affaires publiques, économiques ou militaires, en un mot, les obligations. Voilà, c'est ce qu'ils appelaient, c'est plutôt les obligations. L'osium, à l'inverse, désigne le temps libéré par les contraintes. Un loisir qui n'a rien à voir avec la simple distraction. C'est un temps de retrait consacré à la lecture, à la philosophie, à l'écriture ou à la contemplation. Par exemple, pour Cicéron, Sénèque ou encore Horace, l'osium est indispensable à une vie proprement humaine, parce qu'il permet de se consacrer à soi-même et à la culture de l'esprit. Mais cet osium, dans la Rome antique, il n'était pas donné à tout le monde, il était réservé aux hommes libres, parce qu'en Rome antique, on supposait que d'autres, donc les esclaves, les affranchis, les travailleurs, prennent en charge les nécessités matérielles, pendant que les hommes libres ont le temps de se laisser vaquer à l'osium. Donc en ce sens, l'osium révèle bien une hiérarchie sociale. Ceux qui étaient libérés du poids du travail pouvaient accéder à ce loisir noble. Et c'est ça la différence majeure. C'est que dans le capitalisme contemporain, le travail n'est pas seulement une contrainte économique. Il colonise toute la vie. Il prend le temps, il prend l'énergie et il finit par donner l'impression que s'engager serait un luxe réservé à ceux qui ont du temps libre. Quand on n'a pas de temps libre, on ne peut pas s'engager, ça c'est réservé à ceux qui ont le temps. Et c'est là que André Gorz, vous savez, André Gorz, mon philosophe de mémoire, à la fois marxiste et sartrien, devient décisif. C'est là qu'il devient presque indispensable dans la suite des idées. Parce que pour lui, la condition de toute émancipation, c'est la reconquête du temps de vie. Et ça passe nécessairement par une réduction du temps de travail. Donc il oppose le temps de travail et temps de vie, comme si le temps au travail n'était pas un temps de vie, mais plutôt peut-être un temps de mort, si on voulait devenir freudien, je ne sais pas pourquoi. Donc il oppose le temps de vie au travail, et ça, c'est pas, pour lui, réduire le temps de travail, ce ne serait pas simplement un simple progrès social, ni une revendication accessoire, mais c'est une exigence politique. Parce que tant que le travail occupe et structure l'intégralité de l'existence, il empêche l'autonomie, la création et l'engagement citoyen. Réduire le temps de travail, c'est arracher une part de vie au capital et rendre aux individus la possibilité de s'engager autrement dans la seule logique de la survie.
Mais finalement, même si on a l'impression que l'engagement aujourd'hui est moindre, que les syndicats ou associations ont du mal à recruter, que de plus en plus de gens sont passifs face au monde et choisissent de ne pas prendre position, est-il vraiment possible de ne pas prendre position? Il est possible de ne pas s'engager, mais est-il vraiment possible de ne pas être engagé? Et c'est là que la réflexion sur l'engagement atteint sa portée la plus radicale avec Sartre, car s'il est vrai que nous avons pu dégager des critères de l'engagement et illustrer sa diversité historique, il reste une question décisive. Est-il possible de ne pas s'engager? Autrement dit, y a-t-il pour l'homme une échappatoire, une neutralité, une position d'extériorité qui lui permettrait d'observer le monde sans y prendre part? Et la position de Sartre est assez claire, il dit non. Il ne s'agit pas simplement d'un choix, mais d'une condition. Toute action, et même toute inaction, a une portée politique. Parler, écrire, agir, mais aussi se taire, détourner les yeux, s'abstenir, sont toujours des prises de position. Et l'homme, qu'il le veuille ou non, n'échappe pas à sa responsabilité. Parce qu'il est, selon ce que dit Sartre, il est condamné à être libre. Cette thèse a une conséquence directe. La neutralité est une illusion. Celui qui prétend ne pas s'engager prend en réalité parti pour le statu quo, pour l'ordre établi. Dans une situation d'oppression, se taire revient à condamner, à cautionner l'oppression. Pardon, pas se tromper là. Le retrait n'est donc pas absence d'engagement, mais l'engagement du côté du pouvoir en place. Et Sartre met ainsi en évidence que la passivité est déjà complicité. Or, ce point est décisif pour comprendre le discours contemporain qui affirme que, soi-disant, plus personne ne s'engage. Ce discours ne constate pas une réalité, il produit un effet. Il vise à faire croire que l'engagement aurait disparu alors qu'il a simplement changé de forme. Les luttes écologiques, féministes, antiracistes, les mobilisations locales ou numériques sont bien des formes d'engagement, mais elles sont souvent minimisées, marginalisées ou décrites comme inefficaces. Cette invisibilisation n'est pas neutre, elle sert à maintenir la croyance que seul l'engagement classique, syndical, partisan, institutionnel, serait légitime et qu'en dehors de lui, il n'y aurait que des engagements. C'est Sartre qui permet de renverser cette analyse parce que ce ne sont pas les individus qui se seraient retirés pour Sartre, mais c'est le système qui organise l'invisibilité de leur lutte. Ce ne sont pas les citoyens qui seraient indifférents, ce sont les nouvelles formes d'action qui sont disqualifiées pour protéger l'ordre établi. Dire que les gens ne s'engagent plus, c'est déjà participer à un discours qui engage du côté du pouvoir. On peut donc résumer ainsi. L'homme est nécessairement engagé parce que ne pas choisir revient encore à choisir. L'inaction est un mode d'action. Le silence est une parole. La prétendue neutralité est une forme de complicité. La tâche critique consiste ici donc à dévoiler ce mécanisme et à rappeler que ceux qui croient se tenir à l'écart participent en réalité à ce qu'ils prétendent ignorer. C'est pourquoi, dans une perspective sartrienne, le problème de notre temps n'est pas le manque d'engagement, il est le déni de l'engagement réel. Et la tentative politique et médiatique de le rendre invisible, l'exigence est donc de rendre lisibles ces engagements pour montrer qu'ils existent et assumer que chacun, qu'il le veuille ou non, prend part à l'histoire. Et donc je termine avec une citation du coup de Sartre qui dit que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Et voilà. Merci.